L'épisode d'aujourd'hui de la chaîne 13 Pichado est consacré à la comparaison du bilan de Pablo Longoria avec celui des présidents délégués qui l'ont précédé à la tête de l'Olympique de Marseille depuis 2005, en l'occurrence Pape Diouf, Vincent Labrune et Jacques-Henri Hérault. J'ai simplifié, je n'ai pas tenu compte des courts mandats d'Acier ou Chikolungi par exemple qui n'ont pas eu de grosses incidences sportives ni financières. Et l'intérêt de ce bilan, c'est de se concentrer principalement sur des données chiffrées et complètement vérifiables pour faire une comparaison objective entre ces différents présidents. Donc on a eu donc la présidence de Pape Diouf. Pour schématiser, j'ai inclus les saisons 2005-2006 jusqu'à 2009-2010. Alors Pape Diouf était déjà arrivé à l'Olympique de Marseille dès 2004, et donc on pourrait dire qu'il a participé dans une certaine mesure au succès de la finale de 2004, en tout cas de la C3 de l'Europa League à l'époque. Mais je n'ai compté que à partir de 2005, qui est vraiment le début de sa présidence, jusqu'à 2010. Là, j'ai inclus le titre de 2010 que j'ai attribué à Pape Diouf assez généreusement, mais je pense que la plupart des supporters de l'Olympique de Marseille seront d'accord pour lui en attribuer les mérites, même s'il n'était plus présent et président du club à ce moment-là. Ensuite, on a eu la période Vincent Labrune qui s'est achevée avec la vente de l'Olympique de Marseille à Franck McCourt. Puis la mandature de Jacques-Henri Hérault qui s'est achevée en 2021, début 2021. Mais Pablo Longoria était déjà directeur sportif du club depuis l'été 2020, et je considère pour ma part que les mercatos à partir de l'été 2020 sont sous la responsabilité de Pablo Longoria, et par conséquent qu'il emporte le chapeau. Et donc depuis 2020, ça nous fait 4 saisons qui sont attribuées à Pablo Longoria. Dans le bilan sportif qu'on peut faire de ces saisons-là, on peut voir qu'au classement de la Ligue 1, sous Pape Diouf, on avait connu une progression assez linéaire de la 5e à la première place qui nous avait amené au titre de champion de France. On a connu ensuite une période sous Vincent Labrune où on a ensuite, au départ, continué à retirer les profits de la période Pape Diouf. Puis on s'est enfoncé progressivement dans les bas-fonds du classement de la Ligue 1 jusqu'à atteindre la 13e place la dernière saison de Vincent Labrune. On a ensuite eu une reprise à partir de Jacques-Henri Hérault qui, dès sa première saison, a fini à la 5e place de la Ligue 1 et nous a maintenu entre la 5e et la 2e place de la Ligue 1 pendant toute la durée de sa mandature pour finir 2e lors de sa dernière saison en 2020. Et ensuite, Pablo Longoria, qui a commencé par cette première saison en 2020-2021 par une 5e place, qui a réussi à atteindre la 2e place, mais qui aujourd'hui est à la 9e place du classement à l'heure où je vous parle. Alors, je vous parle un petit peu avant la demi-finale retour de Atalanta Bergame contre l'Olympique de Marseille, qui sera assez déterminante. Pour l'instant, Pablo Longoria n'a atteint qu'une seule fois les quarts de la Coupe de l'Europa League, ce qui est un bilan comparable à celui de Jacques-Henri Hérault, qui lui avait réussi à atteindre une fois la finale. Vincent Labrune avait fait un quart de Ligue des Champions. Là aussi, on pourrait en partie l'attribuer à Pape Diouf, mais c'était sous la mandature Vincent Labrune, donc il faut bien l'attribuer à Vincent Labrune. On a des qualifications en Ligue des Champions qui sont plus ou moins régulières selon les présidents, avec aucune qualification sous Jacques-Henri Hérault, qui est l'exception, mais pas la règle. On avait 60% de qualification, et les 3 dernières saisons de Pape Diouf, on se qualifiait en Ligue des Champions, ainsi que les 2 premières saisons après la mandature Pape Diouf, ce qui est la meilleure période de qualification en Ligue des Champions pour l'OM de récente mémoire. Donc voilà, ça c'est un petit peu la meilleure période de l'OM, on s'en souvient, c'était la fin de la mandature Pape Diouf. Depuis, on s'accroche pour essayer de retrouver la Ligue des Champions, et sous Longoria, on peut se féliciter au moins d'avoir des qualifications assez régulières en Ligue des Champions. Les produits hors mutation ajustés, donc chacun des présidents a eu sous sa responsabilité le fait de faire croître le chiffre d'affaires du club,
les recettes de billetterie, les sponsoring, les droits télévision et les autres produits du club. Et chacun a fait de son mieux de ce côté-là. Alors Pape Diouf, lui, il a réussi à quasiment doubler le chiffre d'affaires du club pendant sa mandature en l'espace de 5 ans. Alors que Vincent Labrune, lui, il a réussi une baisse. C'est le seul à avoir réussi cet exploit-là, je pense, dans l'histoire du club, puisqu'il a pris un club qui lui a été laissé par Pape Diouf, qui les 2 premières années a fait 142 et 151 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour rendre les clés d'un club qui faisait 105 et 110 millions d'euros de chiffre d'affaires les 2 dernières années de sa mandature. Donc Vincent Labrune, absolument catastrophique sur le plan de la croissance des produits hors mutation. En ce qui concerne Jacques-Henri Hérault, du coup, lui, il a redressé la barre et il a permis à l'OM de presque revenir au niveau où il était à l'époque de Pape Diouf, mais pas tellement plus haut. En tout cas, à l'époque du début de la mandature de Vincent Labrune. Et depuis que Pablo Longoria est arrivé, là, on a revu de nouveau une croissance assez forte des produits d'exploitation pour arriver à un record historique de 258 360 000 euros, que j'ai corrigé de 30 millions d'euros pour les paiements CVC. Vous verrez que j'ai également corrigé certains des autres effets un peu bizarres du Covid qui ont eu lieu sur ces dernières années, en ajustant pour les aides Covid et les billets de la billetterie du Covid, pour neutraliser les effets de ces choses-là, pour comparer des choses comparables. Sur le plan de la maîtrise de la masse salariale, alors on attend des clubs qui dépassent pas 70% à peu près de masse salariale sur leurs produits hors mutation, c'est-à-dire qu'en gros, quand on encaisse 100 euros, il ne faut pas qu'on en dépense plus de 70 en salaire, c'est ça que ça veut dire. Et Longoria, c'est le seul à avoir réussi ça pendant toute sa mandature. Si on regarde un peu dans le détail, encore une fois, Pape Diouf, lui, il a pris les clés d'une boîte qui n'était pas très bien gérée, avec 72% de masse salariale sur ses produits hors mutation, et il a rendu les clés d'une boîte qui était bien gérée, avec seulement 59% de masse salariale sur les produits hors mutation. Vincent Labrune a fait le chemin inverse, il a pris une boîte bien gérée, il a rendu une boîte mal gérée. Il a atteint un sommet de 88% de masse salariale sur produits hors mutation. Et Jacques-Henri Hérault a réussi à faire pire, en atteignant 98% de masse salariale sur les produits hors mutation, pour finir à peu près à 85%. Alors, avec un facteur quand même un peu mitigateur chez Jacques-Henri Hérault, c'est qu'il y avait sans doute un aspect délibéré derrière cette politique-là pour faire grandir le club. Mais en tout cas, c'était un peu hors de contrôle. On a vu que ça n'avait pas plu à McCourt, puisqu'il a décidé de se débarrasser de Jacques-Henri Hérault et de le remplacer par Longoria, qui lui, alors là-dessus, a été assez impeccable. La gestion de la masse salariale à l'OM, elle est plutôt bonne depuis que Pablo Longoria est en place. Sur le plan de l'impact des transferts sur la valeur de l'effectif, alors là, il faut que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, tout ce truc-là. C'est basé sur des données Transfermarkt, donc là, on n'est plus sur des données DNCG. La méthode que j'utilise pour évaluer ces choses-là, c'est que je calcule le montant des ventes que Transfermarkt rapporte, le montant des achats, je fais les ventes moins les achats, et je regarde la valeur de l'effectif que nous dit Transfermarkt à la fin de chaque année, et je repère si l'effectif a pris de la valeur ou perdu de la valeur. Ce que ça signifie dans le cas par exemple d'un joueur comme Guendouzi, c'est que si j'achète un joueur 12 millions alors qu'il vaut 25 millions, ça me fait un impact trading de 13 millions, puisque quelque part j'ai eu pour 25 millions d'euros de valeur alors que je n'en ai payé que 12. Si maintenant je fais l'opération inverse et que je vends un joueur pour 12 millions qui vaut 25 millions, là j'ai un impact trading de moins 13 millions d'euros. Donc en fait, l'impact trading, ça reflète si j'ai été malin dans mes achats. Et quand mes joueurs sont réévalués au fur et à mesure, quand par exemple j'ai formé un bon joueur et que ce joueur-là, il constitue un actif que je n'avais pas avant, et ça rentre dans mon impact de trading et du coup ça devrait valoriser mon effectif. Quand j'ai un impact trading négatif, ça veut dire quelque part que j'investis mal mon argent sur le marché des transferts. Quand j'ai un impact positif, c'est quelque part que j'ai fait des bons coups sur le marché des transferts. Si je regarde année par année,
En gros, ce que ça nous dit ça, c'est que Pablo Longoria, en moyenne, tous les ans, il achète pour 74 millions d'euros de joueurs, il en revend pour 38 millions d'euros, et à chaque fois qu'il dépense pour 74 millions d'euros, il y a 32 millions d'euros qui sont balancés par la fenêtre. Alors que, à l'inverse, si je prends le cas de Pape Diouf, à chaque fois qu'il investissait pour 24 millions d'euros 632 000 euros, on en avait pour 24 millions d'euros 632 000 plus 15 millions d'euros 480 égale à peu près 40 millions d'euros de joueurs. Donc quelque part, Pape Diouf, il nous rapportait 63% de valeur en plus sur les transferts qu'il faisait, alors que Longoria, il balance 44% par la fenêtre des transferts qu'il fait. On voit là-dessus d'ailleurs, un peu étrangement, que Jacques-Henri Hérault se débrouillait pas si mal que ça sur le trading joueur, alors que effectivement c'est Pablo Longoria qui a le plus mauvais score de l'histoire là-dessus. En ce qui concerne l'augmentation financière de la valeur des joueurs, parce que ça peut avoir un impact sur la comptabilité aussi, on peut comprendre que certains dirigeants ont pu être contraints par une comptabilité un peu bizarre. Là aussi, il y a une méthode que je suis pour essayer de suivre toutes ces choses-là. Alors là, je vais vous expliquer la méthode en détail aussi, attention. Donc la première chose qu'on regarde, c'est l'actif net joueur. Donc là, on regarde les immobilisations qui apparaissent, les immobilisations de mutation qui apparaissent dans le bilan. On y ajoute les créances, donc l'argent qu'on doit recevoir sur des joueurs qu'on a déjà vendus, donc les créances sur mutation, et on en enlève les dettes sur mutation, donc l'argent qu'on doit payer sur des joueurs qu'on a déjà chez nous. Et là, on voit ce qu'on a effectivement comme valeur de joueurs qu'on a déjà payé et ou qu'on va nous payer. Ça, c'est notre actif net joueur. Et ça, on regarde s'il augmente ou s'il diminue sous l'effet du travail des dirigeants. Puisque s'il augmente, ben, quelque part, ça veut dire qu'on a une valeur d'effectif qui progresse, alors que s'il diminue, ben, ça veut dire que quelque part, on est en train de dépenser de l'argent pour des transferts qui servent à rien. On regarde aussi l'impact financier des ventes. Alors là, dans l'impact financier des ventes, ce qu'on met, c'est le résultat des opérations de mutation et l'augmentation des créances sur mutation. Ce qu'on calcule là, c'est un peu, est-ce que j'ai rentré du cash sur les ventes que j'ai faites cette année en net, si je regarde avec mes créances sur mutation de l'année dernière. Et donc là, si j'ai fait par exemple des paiements étalés sur 5 ans ou des choses comme ça, et ben ça rentrera pas dans mon résultat de cette année, ça rentrera dans le résultat de l'année prochaine, par exemple. Si j'ai fait un mauvais résultat, c'est-à-dire que j'ai vendu un joueur moins que sa valeur comptable, et ben ça va me donner un résultat d'opération négatif. Si au contraire j'ai vendu un joueur plus que sa valeur comptable, et ben ça va me donner un résultat d'opération positif. Donc avec tout ça, ça devrait me donner un peu une idée de si j'ai bien vendu ou pas bien vendu. Surtout accumulé dans la durée. Et puis enfin, je regarde l'impact financier aussi des achats. Alors là, accrochez-vous bien. Ce qu'il faut compter pour voir tout ce qu'il y a dans les achats, c'est déjà, est-ce que mes immobilisations de mutation, elles ont augmenté cette année? Il faut aussi que j'en enlève les amortissements qui ont eu cette année. Il faut que j'enlève les honoraires, donc ça va être que des choses en négatif sur l'impact financier des achats. Et puis, par contre, je vais avoir en positif l'augmentation des dettes sur mutation, puisque ça va m'avoir permis de financer ces achats, de payer des achats. Donc si on m'a permis d'avoir des dettes sur les mutations, ben ça compte en positif cette année. L'année prochaine, forcément, ces dettes sur mutation, elles vont diminuer et je paierai ces achats l'année prochaine. J'aurai l'impact financier des achats l'année prochaine. Donc c'est comme ça que fonctionne cet indicateur d'impact financier des achats, impact financier des ventes et augmentation de l'actif net joueur qui me donne finalement l'impact financier net. Et on voit que tous les dirigeants qu'on a eu jusqu'à présent, ils ont quelque part investi de l'argent en net sur le marché des transferts les uns après les autres. Il n'y en a aucun qui est vraiment ressorti de l'argent en net du marché des transferts ces dernières années comptablement. Contrairement à ce que font d'autres clubs d'ailleurs. Donc quand je fais le bilan, que je vous laisserai étudier et commenter et critiquer si vous le souhaitez,
Pour ma part, je trouve que ça se joue à pas grand-chose entre Jacques-Henri Hérault et Pablo Longoria pour le moment, et que la qualification en finale contre l'Atalanta ce soir est vraiment déterminante pour l'avenir de Pablo Longoria au club, si tant est qu'il en a un. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.